Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette salle si chaleureuse. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour la seule session apparemment de cette édition de la Terre où la réponse est assez simple. Vous venez de le voir à l'instant, l'une des questions qui guide cette édition, c'est où va la vie ? Vous avez 4 heures. Nous allons nous poser une question un peu plus simple, et c'est assez rare au fond dans le domaine de la transition écologique et de toutes ces transitions qu'elle appelle, puisque les concepts sont souvent assez compliqués. Boucle de rétroaction, décarbonation de notre modèle de production, pertes et dommages, tous ces axes de l'indispensable mutation de notre mode de vie sont très complexes, mais pas la responsabilité des médias. La question, elle est très vite répondue. Dans son 6e rapport, le GIEC insiste sur le rôle crucial des médias pour cadrer et transmettre les informations sur le changement climatique. Et le 24 octobre dernier, sur France Inter, Greta Thunberg précisait « La crise environnementale est aussi une crise de l'information. On ne traite pas cette urgence climatique comme une vraie urgence. Les médias portent une très lourde responsabilité. C'est eux qui ont cette capacité de parler suffisamment vite aux gens et donc éduquer les gens suffisamment vite. On ne pourra changer les choses de manière démocratique que si les gens sont suffisamment conscients et mobilisés. » Donc voilà, on a fini. En fait, la responsabilité est claire. Toute la difficulté, c'est de savoir si les médias sont à la hauteur. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Selon Quota Climat, une association qui décompte le temps dédié aux questions climatiques dans les médias, la COP27 n'a occupé que 1,4% du volume médiatique audiovisuel, c'est une précision importante, audiovisuel en France. Mais si l'on regarde la couverture récente de la protestation face aux méga-bassines, la presse écrite n'a également pas encore complètement progressé dans sa capacité de couvrir des sujets complexes et difficiles comme ceux qu'impose la transition écologique. Alors si la responsabilité des médias est claire, la vraie question, beaucoup plus difficile, c'est de savoir comment l'assumer sans changer la nature de notre métier et sans décourager le public, lequel déclare une immense fatigue informationnelle. Depuis quelques années, les médias font face à la défiance de leur public. Ils font désormais aussi face à une désertion de leur public. Selon le rapport Reuters 2022, il y a 36% des Français qui évitent sciemment de prendre connaissance de l'actualité. Pour une raison très simple, selon eux, ça les déprime. L'anxiété est la première cause de cette désertion. La deuxième, c'est l'impression de ne pas pouvoir changer les choses. Alors cela évidemment pose de profondes questions éditoriales, des questions industrielles, des questions économiques. Et nous allons donc plonger dans ces 3 axes. On va faire un plan en 3 parties, ça ne vous surprendra pas, avec la journaliste Anne Novelle, qui est l'autrice d'un livre et d'un documentaire sur les médias qui s'intitule « Les médias, le monde et moi », la directrice générale de Média Transport, Valérie Descamps, le président directeur général du groupe Les Échos Parisiens, Pierre Louette, le président directeur général du groupe Bayard, Pascal Ruffnac, et le Deputy Chief Information Officer de TF1 Group, je n'ai trouvé le titre qu'en anglais, excusez-moi, monsieur Thierry Thuillier. Je voudrais commencer avec vous, Madame Novelle, parce que vous avez été la cheville ouvrière d'une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique lancée cette année, notamment à l'initiative du Vert Média, qui est un nouveau média qui est dédié uniquement aux questions des transitions. Pourquoi cette charte ? Est-ce que c'est parce que le journalisme manque tant à ses responsabilités ? Bonjour à toutes et à tous et merci à l'Université de la Terre de mettre à l'honneur cette question qui est, comme vous l'avez rappelé, Alexandre, cruciale. Vous m'entendez bien ? Ouais, je m'approche un peu s'il faut. En effet, en début d'année, j'ai épaulé la petite rédaction de Vert.eco qui produit une newsletter sur l'écologie et qui fête maintenant ses 2 ans et demi. Et à l'occasion de leur anniversaire, Lou Espargilière et Juliette Keff souhaitaient faire un manifeste qui s'adressait aussi bien au public, aux journalistes qu'aux scientifiques, en disant il est temps qu'on mette un peu un pavé dans la mare parce que, à nos yeux, la couverture médiatique est largement insuffisante et vous avez rappelé les chiffres. Et donc, ils m'ont demandé de piloter un groupe de travail. Donc, j'ai réuni autour de moi plein de journalistes que je connais de différents horizons parce que je travaille comme freelance depuis 17 ans et que je suis devenue journaliste pour parler de ces questions et les mettre à la une. Et donc, j'ai été voir Reporter, qui est un média historique sur ces sujets, avec Hervé Kempf et Lauriane Chollet.
On a aussi mis dans la boucle Thomas Bayetto et Camille Adaoust de France Info, Sandrine Fedel de France TV, Sophie Roland, Milly Servante de Climax et plein d'autres. Donc on s'y retrouvait une bonne vingtaine. Et au mois d'avril, on a fait une première rencontre et on s'est tout de suite mis d'accord sur le fait qu'un manifeste n'était pas forcément l'idée à conserver, mais plutôt faire un texte qui soit utile à la profession, parce qu'il n'existait rien en termes, on va dire, d'encadrement, de déontologie, si j'ose ce terme, qui permettent d'aiguiller en fait les pratiques journalistiques en la matière. Ça ne veut pas dire que certains médias n'avaient pas déjà acté de certaines formes de couverture médiatique sur ces questions. Ils ne sont pas nombreux, mais il en existe quelques-uns, notamment Le Monde, qui le fait depuis quelques années et qui a beaucoup de conversations sur la manière de traiter ces sujets. Mais à l'image de la charte de Prenons-la une, ou même plus historiquement de la charte de Munich, notre idée était de formuler un certain nombre de points, on en a formulé 13, qui soient une sorte de socle commun sur lequel se hisser de manière commune et pour donner un cap dans la manière dont on peut aborder ces sujets. On est bien conscient que ça ne sera pas du jour au lendemain, on n'est pas là pour donner la leçon. C'était un texte intemporel à afficher dans les rédactions, auquel se référer à la destination de nos confrères et consoeurs. Et donc, j'ai encore un peu le temps, elle est sortie mi-septembre, on l'a fait signer, donc on a 1600 journalistes de tout horizon qui l'ont signé, 160 rédactions, collectifs, syndicats, la conférence des écoles de journalisme également, qui ont souhaité officiellement s'engager derrière. Et après, il y a tous ceux et toutes celles qui n'ont pas signé, mais avec lesquels on a échangé. Pour moi, c'était pas si important que ça que le texte soit signé, mais surtout qu'il puisse mettre au centre du débat cette problématique et pousser l'ensemble du secteur à se positionner et à faire des efforts. Et donc on pourra en reparler, mais du coup on a eu des échanges aussi avec France TV, TF1, Radio France bien entendu, et plein d'autres encore. Oui, parce que la difficulté, évidemment, c'est de le faire de manière plus ou moins collective. Vous citiez Le Monde, le groupe Les Écoles Parisiens, le groupe Bayard aussi avait initié des actions. On en reparlera évidemment dans un instant, mais il y a un problème très fondamental. La charte stipule que nous devons être à la hauteur de la crise écologique. C'est évidemment le désir, je pense, de beaucoup de rédactions. Il y a une vraie difficulté, c'est vrai dans la rédaction que je dirige, l'ADN Le Shift, qui s'occupe uniquement de ces questions de transition écologique, mais on en fait toujours trop peu ou pas assez. C'est-à-dire que lorsque l'on s'intéresse à cette question, généralement le jugement qui émane en dit souvent plus sur celles et ceux qui jugent que la position de la presse en elle-même. C'est-à-dire que sur les questions climatiques, pour celles et ceux qui s'intéressent vraiment à ces questions, la presse n'en fait pas assez. Nous n'alertons pas suffisamment, nous ne donnons pas suffisamment de solutions, nous ne sommes pas à la hauteur. Et pour celles et ceux que le sujet dérange ou impressionne trop, nous sommes forcément des journalistes militants, des journalistes engagés. Quand c'est pas des Khmers verts. Je n'oserais pas prononcer dans cette si belle salle tous les adjectifs et épithètes auxquels les journalistes qui couvrent le climat ont droit. Il y en a plein qui se terminent par « hop ». Au fond, c'est quoi une manière équilibrée de traiter le sujet ? En fait, en effet, on a ce qualificatif quand on traite de ces questions de journalistes militants, mais ce n'est pas une question qu'on pose à d'autres types de journalisme, donc il faut se sortir de ça. Je pense que c'est lié à l'histoire de la couverture médiatique de ces sujets qui se sont structurés, les premiers médias, dans les années 70, avec une presse plutôt associative qui en effet devait militer alors qu'on était en train de promouvoir une société de consommation de masse. Mais depuis, la documentation scientifique a évolué et en fait l'origine humaine du dérèglement climatique et de l'extinction du vivant n'est plus à prouver. Elle est désormais démontrée. On est rentré dans un nouveau régime climatique, dans l'ère de l'anthropocène, que d'autres appelleront aussi le capitalocène, et du coup, on ne peut plus faire abstraction et on doit chausser de nouvelles lunettes pour traiter ces sujets. Et le premier point de la charte, c'est la transversalité. C'est-à-dire que bien souvent, on fait de ces questions une rubrique à part, en mode planète ou environnement, mais on ne se rend pas compte que quand on est
est au fait et qu'on a la connaissance sur ces sujets, ça doit renouveler notre façon de parler de la politique, de l'économie, du sport, de l'alimentation. Et je pense que toutes les personnes qui sont informées sur ces questions, et j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses dans cette salle, une fois qu'on a cette prise de conscience, on ne peut plus faire marche arrière. Il y a un effet cliquet et on doit tout réinterroger. Et ce qui est surprenant, c'est que ça fait 50 ans que les alertes existent. Notre profession est normalement aux premières loges de l'information et ne réagit que trop tardivement. Et c'est pour ça que dans mon enquête sur les médias Le Monde et Nous, avant de répondre à la question du bon traitement médiatique de l'écologie, il fallait décortiquer le fonctionnement de la fabrique informationnelle et faire l'écologie des médias, et expliquer l'écosystème dans lequel on s'inscrit et poser un certain nombre de questions sur ce qu'il est possible ou non de faire dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que dans la charte, on fait figurer cette question du financement de la presse, de l'indépendance des médias, qui bien souvent provoque des injonctions contradictoires à un certain nombre de journalistes ou de rédactions. Qui sera le dernier point à l'ordre du jour, celui des business models. Je voudrais qu'on reste sur cette question difficile de comment on traite cette information. Monsieur Thuillier, TF1 a le premier journal d'information de France. Vous avez un impact considérable. Comment est-ce que vous avez décidé de traiter des sujets de transition? Quel est le ton que vous avez choisi d'adopter? Alors bonjour. D'abord, il y a eu une accélération à l'issue de l'été, pour le moins, qui, je pense, a servi aussi de prise de conscience plus large du public français et pas seulement des journalistes. Et il est vrai qu'à la rentrée, on a décidé de construire une feuille de route climat qui se veut assez ambitieuse, mais avec un point de vue journalistique qui est peut-être sensiblement différent de celui qui a été présenté, qui est de dire, en gros, il faut qu'on en fasse beaucoup plus, parce qu'on n'en fait pas assez, ça c'est certain. Mais sur la manière de traiter le sujet, on est plutôt favorable à l'idée de s'engager, c'est vrai, mais sans culpabiliser les Français. Alors je m'explique. On a d'ailleurs réalisé à cet égard un sondage très intéressant, très instructif, qui nous renvoie à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, en gros, les médias ne sont pas considérés comme crédibles sur cette question, mais en même temps, ils attendent beaucoup de ces médias, et ils attendent notamment de la pédagogie, des solutions, et certainement pas, j'allais dire, une posture en surplomb qui dirait « faut faire ça, faut faire ci, faites ça, faites pas ça ». Bon. En gros, les aider dans cette transformation qui n'est pas seulement un sujet, j'allais dire, environnemental, mais qui est en vérité une transformation en profondeur de toute notre société. Et je rejoins là pour le coup l'idée que, voilà, il y a de la politique, de l'économie, de la société. Tous les sujets aujourd'hui sont impactés par la situation climatique ou énergétique dans le monde. Donc notre approche est assez simple, elle est très concrète. Elle est à base de sujets qui donnent ou essayent de donner des solutions. Encore une fois, nous avons une grande partie de nos compatriotes aujourd'hui qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Je prends juste cet exemple, et notamment parfois dans des zones périphériques, périurbaines, rurales. Ils n'ont parfois aussi, c'est l'un des grands freins à l'issue de notre sondage, un des grands freins de cette transformation, c'est la contrainte budgétaire, financière. Ce sont des gens qui n'ont pas la capacité, par exemple, de se payer une voiture électrique, en dépit de toutes les aides qui existent dans ce pays. Donc, nous, notre boulot, c'est de les aider à faire cette transition. Et encore une fois, ça nécessite de faire beaucoup plus. J'entendais la statistique quota média que je ne partage pas du tout, puisque le jour de la COP, on a réalisé à peu près 26% de notre journal du dimanche soir autour de la COP et de ses enjeux. Que précédemment, dans la semaine qui a suivi, on a quasiment fait une trentaine de minutes de reportage autour de ces enjeux climatiques. Au sein de vos journaux. Du 20h. Oui, ce qui n'est pas la grille de la journée. Non, mais je parle de l'info. Donc, bien sûr. Là, on n'est pas encore une chaîne info à TF1, donc il y a une chaîne info LCI, mais dans le cas des 13h et des 20h, il y a une assez large couverture. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est très bien de le faire à un moment clé où on parle de cet enjeu-là, il faut le faire continuellement. Et donc, en effet, tous les jours, aujourd'hui, j'ai demandé à ce que nos éditions puissent traiter ces sujets-là d'une manière très diverse. Et juste d'un mot, puis après, je vous laisse la parole. On a décidé de ne pas créer de service dédié à l'environnement.
Alors, non pas que nous ne souhaitons pas nous intéresser à cette question, mais nous pensons qu'il faut que ce soit partagé par tous les journalistes de toute la rédaction et de toutes les rédactions de TF1, d'LCI, du digital. C'est l'affaire de tous. Et donc, si on en fait une affaire de spécialistes, on en fait une niche, et donc on ne diffuse pas, justement, ces bonnes pratiques. Et pour finir, nous avons engagé aussi tout un tas de formations, fresques climatiques, formations permanentes, et l'intégralité de nos rédactions, parce que moi, je suis assez d'accord pour dire que cette sensibilité à cette question-là, elle est récente dans nos rédactions. Et donc, ça passe aussi par une prise de conscience et finalement une formation, oui, toute simple, pour prendre conscience de ce qui arrive et se dire c'est pas quelque chose qui est secondaire ou qui passe en arrière-plan. C'est central. Et donc, l'intégralité de nos rédactions va être formée à ces enjeux d'ici le milieu de l'année 2023. Au sein de ces rédactions, justement, lorsque vous avez évoqué avec tous ces membres ce ton, pas surplombant, pas culpabilisant nécessairement, ça donne parfois des couvertures qui peuvent sembler bien légères. J'ai en tête l'un des sujets du 20h pendant la canicule d'octobre, où c'était une forme de micro-trottoir à Nice, où le micro était tendu à des passants et des passantes et des gens dans les restos qui trouvaient évidemment ça super, puisque ça prolongeait l'été, que les tomates étaient meilleures et que d'une certaine manière il fallait en profiter. Cette couverture-là, elle fait réagir vos journalistes. Et quel est l'état du débat au sein de vos rédactions ? Alors, si je me souviens bien de ce sujet, pour le coup, vous avez oublié de la relance. Non, je vais venir, c'est pas pour vous dire ça que je vous dis ça, mais comment on a opéré ce virage dans le questionnement ? Parce que vous avez raison, et notamment dans les sujets, plus les sujets de l'été d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, sur les incendies, où il y avait, vous le savez, une gêne sur les plages, où il y avait des nuages, et donc il y a eu des sujets qui ont été faits, notamment ou réalisés sur les touristes qui étaient gênés. Bon. Et nous avons réuni nos rédactions et on a dit, ne perdez pas de vue que l'enjeu majeur, ce n'est pas tellement le fait que les touristes soient gênés ponctuellement sur leur plage, c'est la forêt qui brûle à côté, et ses conséquences, évidemment. Et donc, on leur a dit, dans vos reportages, il faut que vous ayez un questionnement. Moi, je ne vais pas interdire nos journalistes d'aller tourner des touristes sur la plage, mais en revanche, je veux qu'il y ait un questionnement. Je vous dis ça parce qu'à Nice, précisément, il y a eu un début de questionnement sur le thème, mais ok, vous trouvez ça bien, mais est-ce que ça ne vous inquiète pas ? Et en effet, des gens ont répondu, bah si, quand même. On trouve ça bien, mais on se dit, waouh, ça... Et en fait, je pense que c'est même un état un peu d'anxiété assez partagé aujourd'hui dans le pays quand il y a des températures qu'on connaît en ce moment. Donc, il y a le questionnement, la prise en compte d'un certain nombre de choses. Je ne veux pas citer des sujets que vous n'avez pas vus forcément, mais nos rédacteurs en chef, avant cet épisode estival, avaient imaginé des formats dits XXL. Alors, c'est quoi XXL ? C'était les grands complexes, piscines, hôteliers, à Las Vegas, etc. Et en effet, la question, vous voyez, donc là je vais dans votre sens, la question de la prise de conscience de ce que finalement il y a une dépense énergétique énorme n'était pas posée. Donc ça veut dire qu'on vient de loin. C'est pour ça que je vous parle de formation, pour ça aussi je vous parle de pédagogie interne aux rédactions, et que c'est absolument indispensable qu'on se parle de ça, qu'on s'engage là-dessus, et c'est aussi pour ça, et c'est à l'issue de cet été qu'il y a eu cette réflexion autour de la feuille dite de route climatique. Donc voilà la réponse que je vais vous faire. Après, les micro-trottoirs, bon, ça a valeur d'exemple. Moi, je réagissais sur le mot « éduquer ». Et je sais qu'on ne sera pas tous d'accord, mais moi, je ne pense pas que les médias soient là pour éduquer. Voilà, c'est notre point de vue, assez partagé au sein du groupe, par les 600 journalistes. Et on trouve assez normal de transmettre l'information, de sensibiliser, de faire part des enjeux qui sont devant nous, mais éduquer, c'est précisément le positionnement de surplomb que je pense ne pas devoir avoir. Une des questions sous-jacentes, M. Ruffnac, c'est de se demander si le rôle des médias, c'est de forcer ou de pousser les gens à passer à l'action. M. Thuillier nous disait que nous ne sommes pas nécessairement profs. Est-ce que par ailleurs, nous devons encourager ou pousser les gens à modifier leurs habitudes de vie? Bonjour. Le bouton juste... Voilà. Bonjour. Peut-être d'abord, nous partageons beaucoup d'idées avec
la charte d'Anne-Sophie Neuvel, nous ne l'avons pas signée, le groupe Bayard ne l'a pas signée parce que on pense deux choses. Un, on pensait que c'était important de montrer que les journalistes sont souvent accusés d'être un corps qui est homogène, etc., de montrer qu'il y a de la diversité, et c'est très important de maintenir l'idée du pluralisme et de la diversité, c'est ce qui fait la force des médias français. Donc si tous les journalistes signent en même temps une même charte, bon, voilà, ça peut renforcer ce sentiment, mais même en partageant les idées. Puis la deuxième chose, c'est que c'est vraiment un acte intime d'une rédaction. Et on a ce qu'on appelle, nous, mais je pense tous les titres, hein, des chartes éditoriales, des chartes rédactionnelles. Et donc on a lancé, il y a 2 ans, la réécriture de toutes les chartes de nos titres. Hein. On a environ 65 titres, nombreux titres pour les enfants évidemment, de réécrire chacune de ces chartes à la lueur de la transition écologique. Voilà. Et l'ensemble de la charte. Donc c'était juste pour répondre et de partager les idées. La deuxième chose, moi, qui me paraît importante, c'est que avant même de parler de ce qu'on fait à l'extérieur de notre travail, etc., c'est déjà de mettre nos pratiques le plus possible en conformité avec nos idées. Et donc comment l'économie de groupes de presse essaye déjà d'opérer cette transition. On a des tas de sujets, le transport, évidemment, l'impression, les invendus, qui est presque une chose scandaleuse quand on y pense, voilà, nos pratiques pour aller au travail, enfin tout ça, tout ce travail-là, si on ne commence pas par ça, j'allais dire, ça ne sert à rien de parler, il faut déjà être responsable chez soi. Ensuite, on est face, voilà, il y a une montée incroyable des incertitudes, et chaque jour, dans notre travail, on est face à des dilemmes. Comment Je crois que le principe, en tout cas, qui nous guide, c'est toujours d'essayer d'échanger du court terme contre du long terme, et de peser tout ce qui est fait à l'instant T, tout ce qui est écrit, à la lueur du long terme. Ça, c'est une règle de conduite. Pour nous, c'est la base même de ce qu'on essaye d'avoir comme développement. Alors, on a des publics très différents. On a 6 millions d'enfants qui nous lisent tous les mois ou toutes les semaines. On a beaucoup de seniors, parce qu'on a beaucoup de magazines pour les seniors. On a évidemment le quotidien La Croix, et donc, j'allais dire, par rapport aux enfants en particulier, nous, on se sent, hein, nos 2 missions, c'est informer et éduquer, on se sent une responsabilité éducative vis-à-vis des enfants. Alors, éducative, ça ne veut pas dire descendante forcément, hein, ex ducere, hein, conduire les gens hors du chemin dans lequel ils étaient, hein, c'est ça l'étymologie. Et donc, éduquer, c'est d'abord d'essayer de transmettre des informations, et vous savez qu'il y a, je pense pour le monde des médias, beaucoup d'informations scientifiques qui sont arrivées, qui demandent de la formation. On n'est pas dans un monde naturellement scientifique, hein, mais plutôt littéraire, en sensibilité générale. Et donc il faut se former. Donc on a mis en place des cycles de formation, évidemment, les fresques du climat, mais aussi tout ce que vous pouvez imaginer. Puis beaucoup de partage sur ces questions-là. Et puis ensuite, c'est notre responsabilité principale, c'est de ne pas rendre les gens impuissants face au futur. Alors, si je prends les enfants, ils sont nés dans ce monde-là, donc ils n'ont pas forcément la dose d'angoisse qui pèse sur eux. Ils sont dans ce monde-là et ils veulent le changer. Et notre rôle, c'est de leur dire, vous êtes capable de le faire. Et de leur montrer, dans le monde réel, des tas de choses qui se font, hein, qui produisent, peut-être pas de la perfection, mais qui produisent du mieux, et de dire en plus que cette aventure de transformation, elle peut être excitante, elle peut être heureuse. J'allais dire, c'est ça, éduquer, c'est de penser que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Si vous ne croyez pas ça, honnêtement, c'est un peu inquiétant pour des enfants qui vont participer de l'aventure et que ça va être heureux de le faire ensemble. Donc, voilà, éduquer, c'est ça. Moi, qu'on soit parfois descendant dans la transmission d'informations, ça va de soi, hein, mais à nous de les rendre pédagogiques et appropriables par tous. Et puis ça passe par des tas de modes journalistiques. Ça peut être le récit, hein, la fabrication d'imaginaire par les récits. On vient là sortir un grand récit sur un magazine pour enfants, Enfin en France. Enfin en France. C'est le voyage d'une famille érythréenne qui traverse l'Afrique et qui arrive en France. C'est un reportage, un docu-fiction, comme on dit. Voilà. Ça se finit bien, ça se passe bien. Voilà. On s'est fait attaquer sur les réseaux. J'ai vu des tas de groupuscules extrêmes qui considèrent qu'on désinforme la jeunesse. Je pense qu'on fabrique là un imaginaire autour de la notion d'hospitalité qui est un imaginaire heureux. Ils ont le temps, ils savent, ils écoutent. D'abord, les jeunes écoutent maintenant les médias de plus en plus tôt adultes, donc on doit déminer en quelque sorte l'information. Hein. Et puis, pour la rendre, pour dire... il y a déjà un devoir, voilà, l'hospitalité c'est un devoir. Et après, vous allez voir les problèmes concrets, le droit d'asile, etc., etc. Voilà, bon, pardon. Vous nous rappeliez la grande diversité du groupe Bayard, hein, la jeunesse, nos seniors. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour assurer une forme de cohérence éditoriale
dans les sujets de transition? Est-ce qu'il y a chez vous, comme il peut y avoir au Guardian, où il y a une Head of Environment, est-ce qu'il y a quelqu'un ou un pôle qui chapeaute ces questions-là? Non, parce que d'abord, vous chapeautez pas des journalistes comme ça. Pour le coup, avec eux, éduquer, c'est plus compliqué. C'est pas une parole descendante qui va dicter à tout le monde. Je pense qu'il y a des sensibilités. Les jeunes journalistes que nous embauchons, je vois des jeunes de 25 ans, de toute façon, il y a des choses, enfin, je veux dire, qui sont non négociables pour eux. Voilà. Et je pense que c'est plutôt eux qui viennent bouleverser et transformer les rédactions sur le rapport homme-femme, sur l'écologie. Enfin, voilà. Et là, il y a des fractures qui sont là et que vous pouvez pas ne pas en tenir compte, en tout cas, si vous voulez avoir des jeunes dans vos rédactions. Nous, on a une inspiration. Vous savez qu'on est un groupe pour lequel la perspective chrétienne est importante. Mais si je la résume en 2 mots, la perspective chrétienne, c'est être au service des autres et penser que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, très vite. Hein. Donc, voilà. Et on a la chance d'avoir un pape qui a fait un texte, à mon avis, très fort, Laudato Si, qui inspire bien au-delà du christianisme. Je vous lis cette phrase. « Défendre une transition intégrale où dignité humaine, justice sociale et soins de la terre sont indissociables. » Voilà, c'est ça notre ligne de conduite. Donc, quand on a commencé, moi en 2008, je m'occupais de toute la jeunesse, on avait lancé J'aime ma planète. Tous les mois d'avril, tous les journaux traitaient ensemble sur le durable. On n'a pas commencé par l'environnement, on a tous parlé de microcrédit parce qu'on avait fait des tas de reportages de choses positives qui se passaient en Amérique du Sud et en Afrique. Voilà, on a commencé par le volet financier, puis on a fait le volet social et puis évidemment le volet environnemental pour montrer aux enfants que là encore, cette complexité, elle touche l'ensemble des domaines. Voilà. Et après, on n'a pas de parole. Non, chaque rédaction est entre guillemets indépendante dans la construction de son discours et les publics ne sont pas les mêmes et il faut les adapter. Monsieur Louette, j'ai un peu la même question puisque avec le groupe Les Échos le Parisien, il y a Les Échos qui est une référence dans le monde économique, le Parisien qui est un grand titre de journal de presse plus populaire. Il y a également Radio Classique qui a un public très particulier. Comment, là aussi, est-ce que vous vous êtes organisé pour donner une cohérence au sein de ce groupe? Alors d'abord, merci beaucoup d'organiser, d'animer ces tables rondes. C'est vrai que moi, j'étais impressionné par ce que disaient les intervenants précédents. Nous, on est parti peut-être, pour donner de la cohérence, on est parti d'une réflexion générale sur le progrès, qui est quelque chose qu'on a vraiment en partage. En latin, Pascal évoquait de l'étymologie. En allemand, c'est Fortschritt, ça veut dire un pas en avant. Aujourd'hui, il y a une crise dans le progrès, c'est qu'on a l'impression que chaque pas en avant peut nous emmener vers un incertain, voire une dégradation majeure de nos conditions de vie. Donc cette crise dans le progrès, elle concerne tout le monde. Elle concerne notamment la jeunesse. Et je suis très content qu'on ait l'occasion de voir des gens de tous les âges ici rassemblés, avec ceux pour lesquels l'avenir en principe dure longtemps, ce que disait Louis Althusser, mais j'espère qu'il va durer très très longtemps pour les unes et les autres, mais on est tous co-responsables de faire en sorte que ça dure longtemps, parce que sinon il n'y aura pas juste une crise dans le progrès, mais il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de pas en avant, il n'y aura pas d'avenir et pas de suite. Donc on est parti de ça. Il faut être très, très clair, en fait. Je pense que ça part aussi de rencontres et de préoccupations personnelles. Il faut qu'il y ait dans les dirigeants ou dans l'inspiration idéologique, comme c'est le cas dans le groupe Bayard, une prise de conscience personnelle, un cheminement, une envie, une lecture. Là, je voyais tout à l'heure le livre de Boller, Le bug humain, qui était... Bon, voilà, moi, je trouve que j'étais tombé dessus, mon épouse me l'a fait lire. On se rend compte qu'il y a pas mal de forces à l'œuvre qui peuvent nous emmener vraiment droit dans le mur en klaxonnant, ou pire que ça, au-delà de la falaise, comme des lemmings qui se jetteraient tous ensemble, collectivement, au bas d'une falaise. Donc ça, c'est la prise de conscience précède l'action, quand même. C'est quand même toujours un peu ça. Et donc nous, il y a 3 ans, on s'est lancé dans une sorte de démarche collective, de mise en cohérence, avec un double aspect, évidemment, qui était de dire... Il faut que toutes nos publications, mais en fait il y en a une quinzaine maintenant, elles soient l'expression d'une façon ou d'une autre d'une prise de conscience et qu'elles portent un message de nature à transformer et à mobiliser. Je partagerai disons notre raison d'être telle qu'on l'a définie, qui est évidemment un peu différente de celle d'un groupe chrétien. Mais on s'est dit il faut qu'on donne les moyens à nos lecteurs de s'informer. Thierry le rappelait, c'est quand même le premier job, c'est d'informer, partager l'information, donner de l'information de plus en plus. Et on a essayé d'aller jusqu'à leur permettre de se mobiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, la raison d'être, c'est favoriser l'émergence d'une société plus responsable en informant, en mobilisant et accompagnant les citoyens et les entreprises.
Alors c'est là où je réponds directement à votre question. On a évidemment un groupe très diversifié. Les Échos, c'est le journal des entreprises, a priori. Et nous, on est de ceux qui considérons que les entreprises font partie du problème, mais font partie de la solution aussi. On est de ceux qui considèrent que l'entreprise est au cœur de la création de valeur, peut-être aussi parfois de la destruction, mais en tout cas, ça passe par elle. Et si les entreprises ne sont pas embarquées, évidemment, pardon d'enfoncer des portes ouvertes comme ça en criant, mais si elles ne sont pas embarquées, ça ne va pas aller mieux. Ça ne peut pas être une incantation extérieure, ça ne peut pas être, si j'ose dire, et elle n'est pas toujours facile à cristalliser, une orientation gouvernementale. Il faut que les entreprises soient actrices. Donc on a commencé à mettre en œuvre dans les Échos et dans Investir, j'y reviendrai, une couverture très renforcée de tous ces sujets-là. Pareil, comme ça a été dit, pas de service spécifique, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'enfermer un sujet et de le confisquer. Ça n'est pas un sujet d'un service spécifique. Mais on a dit, dans la partie banque, dans la couverture agroalimentaire, dans la couverture énergie, évidemment, enfin bon, dans toutes les couvertures qu'on fait, dans toutes les thématiques, tous les services, vous traiterez de plus en plus de ces sujets-là. Je n'ai pas eu de mal à convaincre les patrons des rédactions qui embrassaient le sujet. Et par exemple, chez Investir, a été fait, il y a déjà 2 ans maintenant, un classement des entreprises avec la société Vigeo, Eris, un classement qui n'est pas le CAC 40, le SBF 120, tous les classements que vous connaissez peut-être, dans lesquels la capitalisation prime, mais un classement selon des critères ESG. Et ce classement est vite devenu le principal argument en fait d'investir pour ses lecteurs et puis pour les entreprises elles-mêmes, avec l'idée que bon, c'est une chose d'être bien classé en CAPI, mais c'est vraiment presque plus important aujourd'hui de montrer qu'on a mérité d'être mieux classé dans ce classement-là. Là, c'est typique parce qu'on est entré jusque dans la taxonomie. L'organisation de la hiérarchisation et de la classification des boîtes a été faite selon ce critère-là, selon ce paradigme-là. Et ça n'a pas été, encore une fois, je le dis, si ça avait été difficile, je le dirais aussi, ça n'a pas été difficile d'embarquer les rédactions dans ce champ-là. Ce qu'on a fait aussi, je ne vais pas être trop long dans ma réponse, ce qu'on a fait aussi, c'est donner les moyens avec les équipes qu'on a en interne, donner les moyens à nos salariés de se mobiliser. Parce qu'il y avait pendant longtemps, peut-être chez nous, peut-être pas dans d'autres entreprises, je ne sais pas, mais il y avait une sorte de hiatus entre ce qu'on pouvait faire chez soi, ne serait-ce que le tri sélectif, des démarches environnementales ou de la sélection de produits qu'on pense meilleurs, et puis ce qui se passait dans l'entreprise, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Donc là, on a donné les moyens de se mobiliser, on a lancé plein de programmes, et puis on a évidemment donné cette vertu, enfin essayé d'avoir cette vertu de l'exemple. Donc on a commencé à faire 10 bilans carbone, on en a fait 2. Nous, on est extrêmement dépendants en réalité de partenaires, mais comme beaucoup d'autres entreprises aussi. On fait baisser notre empreinte. On a encore toute une force du papier dans la presse. Et bien sûr que les Échos ont une majorité de ces revenus qui sont numériques aujourd'hui. Mais il reste beaucoup de papier aux Parisiens. Le papier, ce sont des encres. Les encres, elles ne sont pas toujours super, mais les encres, elles sont chez les imprimeurs. Donc voilà, des travaux qu'on mène dans toute la chaîne de valeur pour essayer de réduire notre empreinte et d'avoir un comportement meilleur. Voilà. Donc on a essayé de mobiliser l'intégralité des titres du groupe. Et ça fait 3 ans maintenant. C'est une vraie stratégie d'engagement et tout récemment, donc j'ai nommé une Chief Impact Officer qui est au sein du COMEX la personne un peu référente avec son adjointe Capucine qui est dans la salle et pour cette comptabilisation, pour et ce partage permanent du souci d'informer toujours plus. On ne fait pas de pourcentage parce que vraiment, je pense qu'on serait bien en peine. Il faudrait compter toutes les tribunes. Par exemple, pour les Échos, les tribunes et opinions, c'est la 2e ou 3e source de consultation du site. Et elles sont gorgées de tribunes et d'opinions sur ces sujets de transformation. Mais il y a quand même, Monsieur Thuillier nous disait tout à l'heure, on va en faire plus, on doit en faire plus, on n'en parle pas assez. Monsieur Louette, quel volume à peu près d'informations sur cette question vous produisez ? On ne fait pas de comptabilité aussi précise, mais je pense qu'on ne peut plus trouver un article aujourd'hui quasiment qui ne soit pas à un moment ou à un autre si j'ose dire, impacté ou imprégné en tout ou partie de ces sujets. Ben regardez, toute la couverture de l'énergie. Bon, c'est quoi le sujet ? L'énergie, bon, les énergies carbonées, décarbonées. La couverture d'EDF, quand on parle d'EDF, de son avenir des programmes nucléaires, on est dans les enjeux de la planète jusqu'au cou. Et d'ailleurs, EDF l'est. Alors certains considèrent qu'ils font partie de la solution, d'autres qui font partie du problème. Tout ça, si vous voulez, c'est un enrichissement de la problématique au fur et à mesure qu'on comprend des choses ou qu'on n'en comprend pas d'autres. La géostratégie, évidemment, la Russie, l'agression en Ukraine, tout ça, conséquences. Bon. Et c'est valable dans tous les domaines. Aujourd'hui, ça fait quand même, aujourd'hui, ça fait bien 2 ans, 2-3 ans, Olivia Grégoire le disait déjà il y a 2-3 ans, une entreprise
ne peut pas placer des produits d'épargne, on ne peut pas créer des produits d'épargne s'il n'y a pas une dimension ESG. Nous, on a fait, je me souviens très bien, il y a 3 ans, un premier salon pour Investir Day, et on était interrogé en permanence sur, OK, vous mettez en évidence tel ou tel, il y a une table d'une banque, telle ou telle banque, mais est-ce que cette banque, elle finance des industries carbonées ou pas ? Les gens qui étaient venus poser ces questions-là. Donc en fait, moi je ne suis pas journaliste, c'est pas comme certains dans la salle ou sur cette estrade, mais je constate quand même que l'intérêt du public accompagne la couverture. Je ne sais pas très bien comment décrire, moi, cette espèce de dialogue, mais on peut proposer des sujets. Mais par exemple, le Parisien, en fait, on sort un sujet parce que c'est le sujet qui est devenu celui des Français. Je ne sais pas comment dire, il émerge. Et il rencontre l'intérêt des gens puisque c'est leur sujet. Donc, vous avez même interrogé vos abonnés, oui, d'ailleurs, sur justement cette manière qu'ils ont de recevoir l'information ou l'information qu'ils souhaiteraient recevoir. Alors là, c'est la séquence émotion un peu, parce que là, on a interrogé 3000 abonnés, donc là, c'est un gros sondage, hein, et on a 4 conclusions. Je lis mon papier parce que, pour être précis, d'abord l'attente forte de nos publics. Voilà, c'est pareil, 80% du public attend toujours plus d'informations sur le sujet. Bon, on en donne plein, on en donne plus, mais ils attendent encore plus. Donc c'est vrai que là, notre politique de l'offre rencontre une forte demande. Et dans certains cas, l'attente des publics est 2 fois supérieure chez les jeunes ou chez les femmes. Et chez les jeunes femmes, encore plus. On pourrait s'interroger là-dessus aussi. On a mené des études aussi de lectorat, par exemple des échos, et on voit que les femmes lisent plus de rubriques que les hommes. C'est encore un autre sujet, mais intéressant, parce qu'elles lisent la rubrique de leur boîte, de leur secteur, et aussi éventuellement d'autres, parce qu'il y a des préoccupations peut-être plus larges. Deuxième chose qu'on a relevée, la qualité des contenus sur ces sujets d'environnement, de ESG, devient un critère discriminant des pratiques d'information. Pour 82% des abonnés, la qualité qu'ils attribuent va influencer leur choix. On va aller vers tel ou tel site, et la couverture que fait Le Monde n'est pas exactement celle que font les Échos ou que fait Le Parisien. Le Parisien n'est pas dans la stratosphère, il est à hauteur d'hommes, de femmes. C'est vraiment des conseils pratiques pour l'environnement, pour mieux vivre dans un monde qui change. Troisième chose, je vais vite, la perception des enrichissements éditoriaux qu'on a menés est réelle. Bon, ça, c'est un vrai encouragement pour nous et pour nos rédactions. Un lecteur sur 2 voit qu'on en fait beaucoup plus et ne s'en plaint pas, parce qu'il pourrait aussi dire, attendez, vous en faites beaucoup plus, puis ça va, je voudrais avoir plus de PSG ou plus de tel ou tel sujet, super important aussi, mais non, ils disent, vous en faites plus, c'est bien, et ça va dans le bon sens. Et puis le dernier point, c'est qu'ils sont sensibles aussi, et Pascal l'a très bien décrit, à ce qu'on essaie de montrer un peu l'exemple. Moi, je trouve que la principale, au fond, dissonance cognitive serait de dire, vous parlez de ces sujets-là, mais dès qu'on soulève un peu la feuille chez vous, c'est le grand n'importe quoi. Donc on a réduit notre empreinte, on négocie avec notre bailleur immobilier pour... voilà, on est moins chauffé. D'ailleurs, ici aussi, il fait un froid glacial. Je ne sais pas si vous, ça va, mais c'est bien. On est bien au 19 Lego. Heureusement qu'on va s'échauffer. Mais on a, nous, en plus, par rapport à vous, peut-être un petit courant d'air glacé qui passe dans le dos comme ça, qui est très vivifiant, en fait. On est très sobre sur scène au moment où on parle. On est sobre, voilà. Et donc on regarde aussi, un dernier point, parce que très important aussi pour les plus jeunes, on regarde, et je pense que vous le savez, d'ailleurs si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le sujet, mais on regarde énormément notre empreinte numérique. Moi, ça fait des années que je suis dans ce secteur, on va dire, numérique, qui maintenant lui aussi est prévalent, il y en a absolument partout, mais on sait que, bon, d'après le Shift, on doit avoir 4 ou 5% du total de la pollution qui est d'origine numérique, mais c'est la partie qui croît le plus vite. Et donc on regarde aujourd'hui comment pouvoir développer des politiques de newsletter, par exemple, ça intéresse nos publics. Et puis on sait que quelqu'un qui a 3-4 newsletters va plus rester abonné à ce qu'on lui a proposé. Mais en même temps, arrêter quand il n'y a pas d'ouverture, nettoyer les boîtes, faire en sorte de ne pas contribuer de notre façon à la pollution numérique en étant plus sélectif. L'avantage, c'est que moi, évidemment, je suis arrivé ici avec un plan, avec des questions à poser à mes invités. Évidemment, ils ont répondu déjà à la moitié des questions qui étaient prévues pas à cet endroit-là. Donc, à partir de maintenant, vous allez avoir le droit à du vrai journalisme, c'est-à-dire de l'impro absolue. Monsieur Thuillier, Monsieur Louette vient de dire, en fait, nos lecteurs et nos lectrices, ceux que nous avons interrogés, sont assez demandeurs de ces contenus, à hauteur de 80%. Il y a aussi une expérience empirique qui est que les sujets écologie ou estampés comme tels ne sont pas ceux qui marchent le mieux. Encore une fois, c'est un journaliste qui n'écrit que sur l'écologie qui vous parle. J'ai tout à fait conscience de la limite de notre exercice. Si on prend un exemple dans votre industrie, l'audiovisuel, aux arbres citoyens,
une émission en prime time sur France 2 avec beaucoup de moyens dédiés donc à la sauvegarde de nos forêts, on n'est pas sur un petit enjeu, est sur cette tranche horaire le quatrième programme le plus regardé. On est à 1,6 million à peu près. C'est le quatrième. Le premier ce soir-là, c'était France 3, une série avec Samuel Le Bihan. Par rapport à ça, France-Australie, la Coupe du Monde qui est un non-sens écologique et un scandale social et environnemental, c'est 12,5 millions, c'est la meilleure audience de l'année, ou depuis juin, ce me semble. C'est-à-dire, comment est-ce que, en tant que professionnel de la télévision, on peut se dire, on va amener le public sur ces enjeux-là? Parce que ce serait bien qu'il y ait 12,5 millions de personnes qui cherchent à sauver nos forêts. Ce serait parfait. Oui, ce serait chouette. Ce serait chouette. Bon, il n'y a aucun programme d'information, malheureusement, qui rassemble 12,5 millions Français. Bon, hors Covid, je dois reconnaître. Non, bon, déjà, moi, je veux saluer toutes les initiatives audiovisuelles, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, y compris celles, et surtout celle du service public, puisque c'était une émission en prime sur France 2. Et moi, j'ai tendance à dire que même quand c'est 1,6 million, c'est bien. Voilà. C'est bien parce que c'est toujours 1 600 000 personnes qui s'intéressent à ces questions-là. Et donc, il faut plutôt l'encourager que j'allais dire, plutôt de dire, c'est plutôt un échec. Je pense que c'est pas le bon positionnement. Je suis assez optimiste par rapport à l'évolution des audiences. Il y a certainement un questionnement autour du mode de traitement. Je l'ai déjà évoqué une première fois et je vais y revenir. Moi, je pense qu'il y a quand même un sujet de différenciation des publics aussi. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec les intervenants précédents pour dire que les plus jeunes sont très intéressés par ces sujets et regardent beaucoup ces contenus et les décortiquent. Là où peut-être la génération plus âgée, et il se trouve que la télé linéaire, ce qu'on appelle la télé linéaire, c'est-à-dire le bon vieil écran de télé, dans son salon, c'est plutôt un public qui est âgé. Et donc il y a quand même une différence, d'ailleurs, qu'on rencontre au sein de nos rédactions. C'est pour ça que quand j'entends quelle responsabilité face aux transitions, je vous dis qu'on doit aller plus vite, plus loin. Moi, je suis très optimiste parce que comme les rédactions sont en train de se renouveler, on a quand même des jeunes journalistes qui arrivent et en effet, je le confirme, ils mettent ces sujets-là en haut du panier. C'est même une question de principe. Et d'ailleurs, c'est eux aussi qui, en interne, nous pressent pour trier nos déchets, pour faire en sorte que nos studios, nous ça fait 4 ans que nos studios sont en LED et on a réduit de 30% la consommation énergétique dans nos studios des JT et des différents magazines. Donc on a cette pression et donc il faut aussi regarder, j'ai tendance à regarder le verre à moitié plein. Après, sur le mode de traitement, je pense qu'il faut... Pierre parlait à hauteur d'hommes et de femmes. Je pense que c'est très important de se mettre, encore une fois, dans ce positionnement. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Bayard, le groupe Bayard a une dimension éducative et c'est bien normal puisque vous avez notamment vous adressez beaucoup aux enfants, aux ados. Lorsqu'on est un média généraliste qui doit rassembler entre 5 et 6 millions, pas les 12, mais 5 et 6 millions de personnes tous les jours, que ce soit à 13h ou 20h, on touche tous les publics. Et donc, il nous faut trouver un mode de traitement qui permette d'emmener l'intégralité de ce public-là. Sinon, si on en perd en route, en effet, il y a ce clivage. Et c'est ce que nous a dit notre sondage, parce qu'on a fait un sondage, nous, auprès des Français qui nous regardent, et clairement, ils nous disent, s'il vous plaît, aidez-nous encore une fois à trouver des solutions. Traiter, on a le même chiffre, c'est 80% des Français interrogés disent être très intéressés par les questions sur l'environnement. Ils nous demandent d'en traiter davantage, mais encore une fois, ils nous demandent d'apporter des solutions. D'abord des solutions. Justement, sur cette question des solutions, Monsieur Ruffnac, vous nous disiez... votre ligne éditoriale, c'est aussi de faire comprendre ou faire croire que, en fait, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est aussi vraiment une critique qui revient à l'encontre de cette couverture, c'est qu'elle est très défaitiste, très catastrophiste. Comment est-ce que vous avez choisi, vous, d'illustrer ce journalisme de solution dont nous parlait M. Thuillier et Mme Novelle, je voudrais vous entendre aussi là-dessus. C'est un des points de la charte. Ma question est, M. Ruffnac, comment est-ce que vous vous êtes dit, on
va y arriver. C'est-à-dire, on va faire croire que demain peut être meilleur et que nous ne sommes pas, pour citer le secrétaire général des Nations Unies, dans un pacte collectif de suicide annoncé. Parce que, quand même, vous-même, tous et toutes dans la salle, vous devez sûrement le vivre. Les nouvelles du climat et des transitions sont pas terribles. On n'a jamais autant émis de CO2. On a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Apparemment, on n'est pas vraiment sur la bonne voie. Je dis ça tout à fait conscient de ce que vous avez dit tous et toutes. On n'est pas là pour vous dire on va tous crever. Mais on n'est pas bien parti. C'est un peu ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu, il y a une vraie difficulté face à l'immensité de ce défi. Comment est-ce que vous avez... Quel ressort avez-vous trouvé pour vous dire évidemment, si on laisse tomber, ce sera pire. Donc on y va. Et on va montrer, effectivement, on va renouer avec une forme d'enthousiasme. Monsieur Ruffnack et ensuite Madame Novelle sur le journalisme des solutions. D'abord, je pense qu'on doit essayer d'éviter, d'opposer, d'emmener tout le monde en même temps. Moi, je suis sensible à ce que vous dites. Quand on a 6 millions de personnes tous les jours, on a une responsabilité aussi d'emmener les gens ensemble et de ne pas opposer les uns aux autres. Nous, on a des personnes très âgées dont on pense souvent qu'elles ne sont pas capables de transformer leurs pratiques. On a des très jeunes enfants, des ados, etc. Il nous est arrivé de faire des sujets où on emmène, en accompagnement des journalistes, à la fois des très jeunes, des ados, et puis des gens qui ont 80 ans pour poser des questions. Et ils s'aperçoivent qu'ils partagent. Les idées reçues sur les générations ne sont pas forcément les bonnes. Enfin, je pense que, sauf à être révolutionnaire et à penser qu'un petit groupe peut transformer tout ça pour un futur meilleur, ce que je ne crois pas, on a intérêt à essayer d'emmener tout le monde ensemble. Ça me paraît une responsabilité importante. Et à chaque âge, il y a moyen de... Quand vous faites l'arbre de l'année, je crois un de nos magazines Terre Sauvage qui fait ça, c'est une idée toute simple, hein, l'arbre de l'année. Voilà, vous votez pour le plus bel arbre. Chacun va choisir un arbre. Bon. Voilà, pour un enfant de 4 ans, vous construisez un imaginaire autour de l'arbre, il va aller les regarder, d'abord il va changer son regard, en le regardant, vous partez de l'émotion, hein, de la beauté, voilà. Ça va être... Bon. Donc chaque âge... Et c'est nos savoir-faire, c'est vraiment d'adapter et de construire l'information à 3 ans, à 4 ans, à 10 ans, à 15 ans. Ensuite, je pense que l'anxiété, on la sent dans les... Nous, on reçoit beaucoup de... On est en interaction constante avec nos lecteurs, on reçoit beaucoup de mails, de courriers, de dessins, etc. Donc elle est là, et vous connaissez le cri d'alarme de beaucoup de psychiatres ou de pédopsychiatres. Je pense que la raison libère. Ça vous paraît étrange que je vous dise ça d'abord, mais je pense que d'expliquer les choses, de mettre des chiffres, de rationaliser, ça libère. Ça libère, et c'est quand même tout ce qui s'est passé pour moi durant les dernières années. Ça a quand même été d'un seul coup, on sortait de débats obscurs, de faire confiance aux scientifiques pour nous dire des choses sur le monde. Voilà, c'est pas des opinions, c'est pas des idées. Et la raison, ça libère aussi un enfant de 10 ans quand on lui explique quelque chose. Voilà. Je pense que ça, c'est très important de commencer par ça. Et après, il y a eu le temps des prophètes. Il y a eu le temps des apocalypticiens. On en a entendu beaucoup. Probablement que c'était nécessaire. Ça a réveillé. Il me semble qu'aujourd'hui est venu le temps de... Voilà, on est là, on parle de sujets difficiles, ça ne nous empêche pas d'essayer de nous battre de façon heureuse ensemble. Là, est venu le temps de l'action commune, voilà, avec une forme, alors je vais dire d'espoir, pour ne pas dire espérance, voilà, pour transformer les choses. Voilà, c'est complètement... Enfin, ça peut être très excitant. Et notre idée, c'est d'abord de faire sentir ça. Alors, en l'incarnant, quand on lance, les éco-délégués, je ne sais pas si vous connaissez, il y a 2 éco-délégués par classe en France, du primaire à la terminale. Donc c'est des milliers d'enfants impliqués. On a organisé ça avec le ministère de l'Éducation nationale. Je suis allé à la remise des prix, des classes. Bon, c'est la classe de terminale qui a fait ce travail à Annecy, ils ont gagné l'an dernier. Toute la cour bétonnée devant a été transformée. Voilà, c'est ça agir. Et ça rend, ça rend heureux. Donc, voilà, il y a beaucoup de... Ça amène à la notion de journalisme de solution qui fait partie de la charte dont vous êtes une des chevilles ouvrières, Anne-Sophie Novelle. Dans cette charte, l'un des premiers articles, d'abord, enjoint les rédactions à questionner les images et les réflexes qu'ils ont pour illustrer les crises écologiques. Il y a aussi une notion très forte de traiter ça de manière systémique
mais aussi quand même de mettre en avant des solutions. Là aussi, comment est-ce qu'on trouve... Tout ça est une question d'équilibre. Comment on trouve l'équilibre entre questionner le caractère systémique de ces crises? Nous vivons dans un système de production et de consommation qui n'est pas compatible avec les limites du vivant, mais il y a des solutions sans nécessairement tomber, comme c'est un écueil que beaucoup de rédactions ont connu, la mienne aussi, on va vous faire un reportage génial parce que Jean Roger a décidé de faire du compost dans son immeuble. Soyons francs, le système et Jean Roger ne sont pas sur la même ligne. Comment on trouve l'équilibre? Ou d'ailleurs, Jeanne Juliette, enfin je veux dire, la question c'est quel équilibre on trouve entre questionner le système et mettre en avant des solutions, qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas d'ailleurs. Merci de poser la question parce que ça me faisait rebondir sur ce qui a été dit. Je trouve en effet que se mettre à hauteur d'hommes et de femmes, c'est important, mais pour moi, ça passe justement par la pédagogie. On a des notions face à nous qui sont très complexes et même journalistiquement, c'est parfois compliqué quand on n'a pas le temps de comprendre certains termes émis par les scientifiques. Et faites un sondage dans votre entourage. Qui connaît le GIEC? Qui a connaissance des principaux enjeux? Je pense que ça reste largement insuffisant. Donc il y a peut-être une demande forte pour être mieux informé, mais les connaissances restent insuffisantes. Et surtout, là on parle en tant que sachant dans le secteur et sachant dans le domaine des médias, mais il y a quand même aussi une énorme entreprise de désinformation médiatique. C'est une vraie bataille culturelle dans laquelle on est et avec des tendances à polariser les termes du débat. Et je pense que ça, il ne faut pas le négliger parce que la majorité des gens, en fait, subissent cette polarisation et n'ont pas forcément parfois les moyens de la décrypter. Et donc ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y a plusieurs rédactions qui se sont un peu écharpées ces derniers temps sur des questions de glyphosate ou d'autres sujets. Et ça, il ne faut pas le limiter. J'ai entendu le terme de « on ne veut pas culpabiliser les Français et les Françaises ». Je pense qu'aujourd'hui, ce qui les culpabilise, c'est quand même un certain nombre d'éco-gestes auxquels on nous appelle d'éteindre le Wi-Fi la nuit ou de faire des petites économies. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi énormément d'injustice sociale et qu'il y a des vrais sujets qu'il faut mettre sur le dessus de la table. La question des jets privés cet été a commencé à émerger. Hier, on parlait de la journée de la rénovation énergétique. Et là aussi, il y a beaucoup de sujets en fait, aujourd'hui qui appellent à questionner, au-delà justement de ce qu'on demande de faire aux Français et aux Françaises, mais plutôt les vrais choix politiques. Et ce qu'on a pu constater dans le traitement médiatique de ces sujets jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a eu tendance à les dépolitiser. Et du coup, quand on dépolitise, on n'en fait pas un débat de société. Et je pense justement que c'est là notre rôle de journaliste, pas d'être dans des sphères stratosphériques, mais d'expliquer clairement ce qui se passe, quelle est la problématique, d'éclairer les termes, de prendre le temps pour rappeler des ordres de grandeur, parce que même quand alors un journaliste, excusez-moi, qui fait partie du groupe Les Échos sur France Inter le matin, nous présente souvent des chiffres, par exemple sur la décarbonation de l'économie ou sur les émissions de la France, on peut présenter les chiffres de différentes façons, et donc du coup induire des conclusions différentes dans l'esprit des gens. Et ça, c'est important aussi d'avoir des débats sur les ordres de grandeur que l'on met en avant, parce que ce n'est pas facile. Donc il y a quand même ce gros chantier qui est de quelle réalité parlons-nous et de quelle part d'action sur quoi doit-on insister. Donc il y a la part de l'individu, mais il y a aussi les autres choix. Et donc dans ce contexte-là, ça signifie d'interroger le système. Et le journalisme de solution, c'est un journalisme, et tu l'as très bien dit, qui va prendre le temps d'investiguer sur ce qui pose problème, mais une fois que ça a été fait, ça va être d'investiguer avec la même rigueur journalistique sur les réponses qui sont apportées dans la société civile. Et donc, ces réponses fonctionnent de temps en temps ou ne fonctionnent pas, mais il s'agit de les documenter, de les chiffrer, de les questionner, de voir si elles sont réplicables. Et cette forme de journalisme, en France, pendant longtemps, on l'a entendu comme un journalisme de bonnes nouvelles, peut-être qu'il était trop présenté ainsi, et donc du coup, pour la majorité des journalistes, c'était un faux journalisme, c'était un truc de bisounours ou pour les annonceurs ou très positif. Et c'est vrai, des erreurs ont été faites. Je me souviens de cette start-up qui faisait de l'aquaponie dans des containers.
elle a fait la couverture de plein de médias. 2 ans après, malgré sa très belle levée de fonds, elle avait disparu. Donc il faut aussi questionner ces solutions qui émergent et qui parfois ne sont pas forcément adaptées. On peut aussi, dans certains médias, plutôt à droite, il faut le dire, présenter des solutions technologiques et croire que ces solutions-là vont nous sauver. Et si on ne questionne pas, en fait, parfois certains choix éditoriaux sans remettre dans un contexte plus large, ça ne permet pas d'avoir le tableau suffisamment constitué. En tout cas, sur ce journalisme, quand il est bien pratiqué, et je tiens à souligner que La Croix, et c'est pas parce qu'il est à côté de moi que je le dis, mais depuis longtemps... Non, parce que Les Échos aussi est à côté, et puis vous n'avez pas... Non, je ne l'ai pas loupé. Mais La Croix, en fait, dans mon enquête, ce que je voulais signer, on a parlé des femmes, mais c'est vrai que sur l'anxiété ressentie dans la société, moi, j'ai rencontré plus de femmes que d'hommes, il y a des hommes aussi, mais qui m'ont exprimé cette sensation d'une information anxiogène et qui cherchaient justement un journalisme. Et La Croix est souvent cité parce qu'ils sont identifiés comme un journal, justement, qui essaye de dépasser et de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à ça. Et je pense que là, c'est une preuve de concept, si je peux m'exprimer comme ça, d'une forme de journalisme qui devient nécessaire. Parce que je crois qu'il faut aussi, on dit se mettre à la hauteur des gens, mais les gens ne sont pas idiots, en fait. Aujourd'hui, quand ils n'ont pas l'information dans les grands médias, ils vont la chercher sur les réseaux sociaux, ils vont fouiller. Les jeunes aussi s'informent beaucoup. Moi, mes étudiants, ils me disent peut-être que je m'informe d'abord sur Instagram, mais si une question m'intéresse, je vais aller remonter à la source. Et je pense qu'on a le devoir, en tant que journaliste, d'éduquer sur le système informationnel, de passer beaucoup de temps là-dessus, mais aussi de recréer des sphères de débat public. Et quand on expose bien les termes, on sort de cette polarisation exécrable qui a tendance à juste mettre les gens les uns contre les autres. Et donc, c'est ce lien-là que l'on doit travailler pour ensuite remettre donc, au cœur du débat public, mais aussi encourager les gens à pousser ce débat-là dans les choix publics qui sont faits par notre gouvernement. Vous venez de prononcer un terme absolument capital qui me permet enfin de parler des business models. Alors nous avons beaucoup parlé d'éditorial, pardon, mais c'est aussi le cœur du métier de journaliste. Nous avons parlé un peu de l'industrie, de la manière dont on peut réduire notre empreinte. Il faut maintenant qu'on aille, c'est fini l'échauffement, même si on a très froid, on va se poser des vraies questions qui fâchent un peu, on va parler argent. Et donc, on va aussi pouvoir parler à Madame Descamps qui, hélas, est avec nous depuis tout à l'heure et qui a aussi très froid et qui n'a pas pu participer. Je m'en excuse encore une fois publiquement, Madame Descamps. Mais Média Transport a une ligne éditoriale qui est d'afficher des publicités. Donc, dans son contenu, vous en êtes moins libre. Je voudrais que l'on se pose une question un peu difficile. C'est-à-dire... Comment est-ce qu'on peut imaginer une presse qui soit au service des transitions sans reposer sur les financements des entreprises qui apparemment, pour le moment, font plus partie du problème que de la solution ? Un très rapide tour de table. Monsieur Thuillier, on ne peut pas s'abonner à TF1. C'est-à-dire que vous dépendez économiquement de la capacité à attirer un grand public et à monétiser cette audience. Est-ce que TF1 a commencé à chercher un business model qui ne serait pas basé, pardonnez-moi la caricature, sur des pubs de SUV à la mi-temps de France-Australie ? Ouais. Alors... Pardonnez-moi de la caricature, mais l'idée c'est que, juste pour qu'on ait les ordres de grandeur, en France il y a en fait 17 annonceurs qui font la moitié du marché, à peu près, Madame Descamps, vous me corrigerez si je me trompe, mais le secteur des transports et de l'automobile, c'est quand même plus de 2 milliards d'euros par an de communication commerciale. C'est une manne considérable pour les médias qui en ont besoin. L'information, c'est pas gratuit. Je suis navré. Ça a un coût. Si vous voulez de l'information de qualité, il faut payer des journalistes dont c'est le métier. Donc notre industrie a besoin d'argent. Pardonnez-moi d'être extrêmement clair. Cet argent, il faut le trouver quelque part. Monsieur Thuillier, est-ce que vous pourrez en trouver ailleurs que dans la publicité ? Alors, d'abord, merci de poser la question du modèle économique. Je me permets, on a quand même entendu sa voix. Vous avez posé une question à Mme Valérie Foy. Oui, pardon. Alors en fait, la question n'est pas pour Madame Descamps encore. C'est aussi pour ça qu'elle n'y répond pas. Je vous comprends tout à fait. Sachez que l'intégralité de la fin de ce panel n'est dédiée qu'aux questions d'affichage publicitaire. Vous m'excuserez, c'est un débat, hélas, un peu parallèle à la question des contenus des entreprises. Sûr ?
Allez-y, et Madame Descamps après, je vous promets, il n'y a que vous. Bon, je vais faire court, promis. Je vais faire court. Non, bon, même si je ne suis pas membre de la régie TF1, je vais vous répondre. Je suis content que vous disiez aussi que l'information, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est un budget conséquent à TF1, qui a quand même des journaux, des magazines, une chaîne d'information, du digital. Et donc, en effet, pour vivre, on n'a pas la redevance, on a besoin d'annonceurs. Alors, qu'est-ce qu'a fait la régie de TF1 depuis quelques années? Vous parlez de business model, mais en vérité, j'entre dans un domaine qui n'est pas exactement le mien, mais je crois pouvoir dire que le business model de demain, moi, c'est pour ça que je suis assez optimiste, ça sera le business model de la transition. C'est-à-dire que vous parlez des SUV, oui, forcément, il y en aura encore pas mal, puisqu'il y a quand même beaucoup de véhicules thermiques qui sont vendus dans ce pays, mais il y en aura de moins en moins. Et donc, la régie, elle a pris son virage il y a 3-4 ans déjà, pour essayer de sortir du tout de la pub comme avant, si j'ose dire. Ils ont créé à la régie TF1 un éco-funding qui favorise tout ce qui est, j'allais dire, sensibilisation autour des questions environnementales. Mais vous ne pouvez pas transformer le modèle en 5 ans ou 10 ans, ça n'est pas possible. C'est quelque chose qui va se passer, se dérouler sur le moyen terme. Et donc, on pose les bases de cette transformation avec un certain nombre d'initiatives. Je vais parler de éco-funding, mais aussi tout ce qui est formation de la régie, c'est-à-dire 90% des collaborateurs, collaboratrices de la régie TF1 sont passés par des formations très précises autour de la problématique. Mais oui, je vous le dis, malheureusement, on va continuer à avoir de la publicité qui, notamment, encourage l'achat de véhicules SUV et autres, mais de moins en moins. Et cette tendance-là, c'est pour ça que je considère qu'on n'est pas seulement dans un enjeu climatique ou environnemental, on est dans une transformation profonde de la société. On a connu la révolution industrielle, la révolution agricole, on est dans une nouvelle révolution qui interroge tous les secteurs. Et donc forcément, demain, le modèle économique de TF1, il devra tenir compte de cette transformation. Donc, encore une fois, c'est pas demain, c'est pas après-demain, ce sera peut-être pour plus tard, mais ça se fera. Madame Descamps, effectivement, vous n'avez pas encore eu la parole, ce qui est vrai, puisque nous parlions de ligne éditoriale de médias et que Média Transport n'est pas un média, c'est un acteur de la publicité en extérieur. Vous touchez 15 millions de personnes par jour, c'est colossal. Vous avez, vous aussi, un levier d'action immense. Revenons un peu sur cette notion, là aussi, du rôle de la publicité. Selon l'étude de l'Institut Veblen, qui est sortie cette année, il y a 30 milliards d'euros de dépenses annuelles en moyenne entre 92 et 2019. Ça conduit à une augmentation cumulée de 5,3% de la consommation. Et ces publicités sont là aussi concentrées beaucoup sur les véhicules automobiles, les appareils mobiles, le fast-food et la beauté. Ce sont les grands ordres de grandeur, vous le saurez sûrement mieux que moi. Comment est-ce que vous aussi vous interrogez ce business model qui est fondamental, qui est la raison d'être de votre entreprise? Comment pouvez-vous concilier cette évidente nécessaire transformation de nos modes de vie et de consommation et la raison d'être, le cœur de métier de votre entreprise? Là, en dessous. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, Média Transport, ce n'est pas un média au sens où nous n'avons pas de contenu éditorial. Et donc, c'est une entreprise qui dépend à 100% des recettes publicitaires. Pour avoir dirigé des journaux par le passé, le journal gratuit Métro, puis la Tribune, quotidien économique et financier, je me souviens, et je crois que c'est encore vrai, que la publicité représentait encore une part importante des revenus qui permettent de payer les journalistes, de payer ces entreprises, parce que la publicité finance quand même en grande partie, parfois plus de la moitié, parfois 80 à 100%, des entreprises d'information. Il ne faut quand même pas l'oublier, et je pense que c'est d'ailleurs plus sain que la publicité permette le financement d'entreprises de presse pour défendre le pluralisme, plutôt que certains propriétaires, parfois avec des idées bien arrêtées. Bon, ça, ce n'est que mon propre avis, mais il ne faut pas oublier le rôle de la publicité est avant tout un rôle de financement.
Et encore une fois, si elle n'existait pas, je crois qu'on ne serait pas aussi nombreux ce matin pour en parler. Quelle est la responsabilité de la publicité face à cette transition ? La publicité, qu'est-ce qu'elle symbolise ? Elle symbolise la société de consommation. Elle est très attaquée, très critiquée depuis toujours. Alors, particulièrement en ce moment, depuis cet été. Je crois que cet été, tout s'est emballé parce qu'effectivement, il y a eu ces hausses de température qui ont fait que, enfin et heureusement, le grand public a pris conscience de l'urgence de l'action à mener. Et dans ces cas-là, on a toujours tendance à trouver très vite des coupables et à stigmatiser les coupables. Et la publicité, est-ce que la publicité serait le plus grand coupable en ce moment ? Je ne crois pas. Je crois qu'elle a une responsabilité énorme, c'est très clair, puisque la société s'est fondée après-guerre sur un principe d'inciter à la consommation, on peut même ajouter à la surconsommation. Donc dans son origine même, effectivement, la publicité, il faut se remettre dans le contexte d'après-guerre, où on n'avait rien, les ménages n'avaient pas grand-chose, ils étaient bien contents d'avoir le premier robot Moulinex, la première machine à laver, etc., etc., etc. La publicité a joué un rôle énorme dans les 30 Glorieuses. Elle a favorisé, elle a accéléré, justement, le développement économique. Aujourd'hui, on demande à la publicité à peu près l'inverse. L'inverse va être très difficile, parce que je rejoins tous les intervenants de ce matin. On est dans une période de transition. Transition, ça veut bien dire qu'on a besoin d'un temps pour passer d'un modèle à un autre. Ce qui nous manque cruellement ce matin, je crois qu'on n'en a pas parlé, ce qui nous manque cruellement et on n'en a pas parlé ce matin, c'est quand même avant tout un projet de société autour duquel on serait tous d'accord. Déjà, il faudrait qu'on soit OK sur cette idée de croissance, décroissance. Bon. Agriculture intensive, pas intensive. Il y a tellement de sujets aujourd'hui qui nous divisent qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est comme des canards sans tête, où on va tous dans tous les sens, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait juste qu'on doit bouger. C'est quand même quelque chose qui nous manque terriblement, ce nouveau récit, ce projet de société. J'en parle parce que c'est complètement en lien avec la publicité. La publicité, c'est le miroir de la société. Donc si à un moment donné, on veut emmener les individus, le grand public, vers un nouveau projet de société, vers des nouveaux comportements de consommation, ce serait bien que préalablement, on se mette d'accord. Mais ça signifie qu'il faudrait inventer une publicité sobre. C'est quoi une publicité sobre ? Une publicité sobre, et je dirais surtout responsable. Parce qu'en fait, la publicité, comme la plupart des entreprises, il y a le contenant, le contenu. Dans son contenu, c'est-à-dire les messages publicitaires qu'elle diffuse, aussi bien sur nos réseaux de transport qu'à la télé ou en presse, on a une véritable responsabilité de modérer, justement. On parle beaucoup en presse de fact-checking. On pourrait parler d'ad-checking. Chez nous, en tout cas, on a une charte qui est signée avec la RPP, qui est l'ancien BVP, l'autorité de régulation des messages, pour faire en sorte que les campagnes greenwashing, par exemple, des marques qui profiteraient du moment pour promouvoir des allégations environnementales absolument infondées, chez nous, elles sont refusées. Donc, on a un rôle à accompagner, à favoriser des campagnes qui, sont conformes aux différentes réglementations et qui, peuvent justement porter un nouveau projet. Je rappelle quand même que la publicité ne fait que véhiculer quand même ce que font les entreprises. Et on a l'impression, là, depuis la rentrée, on demande aux entreprises, aux médias, aux publicitaires, d'un seul coup, de se transformer. Bon, la prise de conscience, je tiens à rassurer tout le monde. Je crois que les entreprises, ça fait déjà quelques années qu'on a eu cette prise de conscience et on a tous entamé nos transformations vers une publicité plus responsable. Sur la partie visuelle, j'en parlais à l'instant, on a donc un rôle de modérateur. Sur la partie diffusion, diffuseur contenant, on est, j'ai pas peur d'en parler, on est très critiqué en ce moment sur les écrans numériques. Si vous prenez le métro,
ou le train, il y a tous ces écrans numériques. Juste, excusez-moi, j'ai une question. J'entends, on va y venir sur la question numérique, mais sur cette notion de conseil et de modération auprès des messages que vous allez diffuser. Pour être très concret, vous avez la capacité de refuser une campagne ou un type d'industrie ou de produit ? Alors, refuser une campagne, oui, on peut refuser des visuels sur la base d'un visuel. C'est-à-dire, on m'avait déjà posé la question, est-ce que vous pourriez interdire, par exemple, le secteur transport de communiquer chez nous ? Alors la réponse est non, pour une raison juridique très claire, c'est que le motif de vente doit être motivé, justifié. Et on peut pas dire, toi, tu n'as pas le droit de communiquer, toi, tu as le droit. Sur quel principe de droit se fonderait cette décision ? En revanche, on peut tout à fait refuser, ou en tout cas exiger des modifications sur des visuels. Quand par exemple on a des visuels qui nous arrivent avec des marques de déodorants ou d'assouplissants qui nous disent « prenez soin de votre peau et de la planète », on stoppe. Ce sont des allégations environnementales totalement disproportionnées. On ne refuse pas, on dit, au lieu de dire « prenez soin de votre peau et de la planète », prenez soin de votre peau en vous souciant de la planète. Toute une question de modération de propos, et je pense que c'est absolument essentiel en ce moment d'avoir des propos modérés, raisonnés, parce qu'on a tendance à être un peu violent en ce moment et radical. Donc un exemple, voilà, on ne peut pas refuser un secteur, mais on peut refuser effectivement un visuel. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, sur la question des panneaux lumineux, là aussi, il y a quand même des chiffres. Ah oui, oui. Il y a des chiffres. Selon l'analyse sociétale du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE, février 2022, il y a plus de 9000 panneaux publicitaires lumineux installés en France. En gros, au bout de 10 ans, ces 9000 panneaux publicitaires, c'est la consommation annuelle de 79 200 personnes en moyenne. Ce sont des estimations. Pourquoi on ne les éteint pas ? Ou alors, peut-être, est-ce que ce n'est pas une solution viable ? Alors, pourquoi on ne les éteint pas ? Alors, je précise quand même qu'on les éteint la nuit, Alexandre. Oui, c'est une question très importante. Mais on les éteint la nuit. Et c'est obligatoire, en plus, désormais. Et c'est devenu obligatoire, mais on le faisait même avant l'obligation. Comme quoi, les entreprises de publicité peuvent parfois être responsables. En fait, l'écran numérique, moi, j'ai aucun problème avec les chiffres. 2000 kWh par an, voilà ce que ça représente. C'est donc l'équivalent de la consommation d'un foyer, je confirme ce chiffre, sans chauffage. Donc à partir de là, on peut se dire, mais quel scandale ! Sauf que un panneau numérique, vous le savez sans doute pas, permet de supprimer 4 autres panneaux publicitaires qui sont des panneaux rétroéclairés. Ce que vous voyez dans la rue ou ce que vous avez encore dans le métro, parce qu'on n'a pas fini notre transformation, elle est entamée mais on ne l'a pas terminée, le rapport de 1 à 4. Qu'est-ce qu'il faut regarder en fait ? Est-ce qu'il faut regarder la consommation annuelle d'un écran numérique ? Ou est-ce que, pour reprendre le sujet du départ, comment justement je participe, je contribue à cette nouvelle société, à cette transition pour la publicité et pour le secteur que je représente, c'est-à-dire la publicité extérieure? La réponse est simple, c'est en dédensifiant massivement le nombre de panneaux publicitaires. Donc je baisse en fait le nombre de panneaux. Et contre-intuitivement, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, c'est grâce aux écrans numériques qu'on y arrive. Je vous donne un exemple très concret. Dans les gares, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons 12 000 panneaux publicitaires, y compris un petit millier d'écrans numériques. Demain, c'est-à-dire début 2025, il y aura 3 000 écrans numériques. Donc on passe de 12 000 à 3 000, on divise par 4 notre présence publicitaire. Ça nous permet de diminuer de 45% les émissions carbone, de 70% nos consommations électriques. Donc nous, le moins 10 à 2024, ce n'est pas un sujet, on sera largement au-dessus. Donc, en fait, la façon dont la question est posée
évidemment importante, et la façon dont je réponds l'est tout autant, puisqu'en fait, c'est toujours pareil, en fait. Soit on traite un sujet par silo, et c'est le gros problème du moment, soit on essaie de remettre chaque acteur, chaque entreprise, quand même, dans une société globale. Je ne parle même pas, parce qu'on me dirait que ce serait facile de lancer cet argument, mais si demain on éteignait ces écrans, accessoirement 15 000 emplois en moins, donc en fait, c'est quoi le sujet? Est-ce que l'obsession ne doit être portée que sur la question environnementale, ou notre obsession doit être de trouver un nouvel écosystème dans lequel l'économie, le social ne s'effondre pas? Comment on peut gérer tout ça en même temps? Le Black Friday, c'est là maintenant. Donc aujourd'hui, tout le monde critique le Black Friday. Et je peux comprendre les critiques, parce que le Black Friday, c'est pareil, c'est un moment où on incite à la surconsommation. On peut dire que c'est choquant, et on peut dire mais les Français sont absolument choqués par ça. Non! Non, pourquoi? Parce que vous le savez, il y a un véritable problème de pouvoir d'achat, et que malheureusement, les dernières études qui tournent en ce moment disent que la plupart des Français, malheureusement, ne vont pas regarder la pastille verte de tel ou tel produit, mais ils vont chercher le produit le moins cher. Comment on fait? On split complètement les sujets? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on dissocie le sujet environnemental du sujet économique et social, on n'y arrivera pas. Et je crois qu'on est à une période où on n'a jamais eu un objectif aussi complexe que celui qui nous arrive. C'est inédit, c'est complexe, et que je crois qu'on a besoin, au contraire, au lieu de se radicaliser, au lieu de stigmatiser, au lieu de dire « toi, tu vas crever, toi, tu vas tout éteindre », non, c'est un moment où, au contraire, on a tous l'obligation de faire des efforts. Hein. Attention, je pense que la trajectoire que j'ai donnée à l'instant en atteste, mais c'est un moment où je crois qu'il faut mettre tous les différents objectifs sur la table pour pouvoir adresser une nouvelle solution, et une solution pragmatique qui tienne la route et qui fasse consensus. Alors nous allons essayer de tenir cette feuille de route avec vous, maintenant, puisque j'imagine que vous avez effectivement beaucoup de questions. Nous allons les prendre sans y répondre les unes à la suite des autres, pour entendre le plus possible et en répondre. Je vais les prendre, si vous me permettez, telles que je les ai vues. On va les prendre 3 par 3. Il y a une question, madame ici, madame là-bas et madame au fond. Je vous en prie, madame. Tout d'abord, je vous remercie. C'était très intéressant. En vous écoutant, ce que j'ai entendu de la part de Greenpeace tout à l'heure, il y a une telle peur de la contrainte qu'on n'avance pas. Je m'appelle Juliette, je suis de chez Pioche Magazine. Et moi, ce que j'ai entendu là maintenant, ça me révolte un petit peu. Pioche Magazine est un média qui traite de l'écologie via le prisme de la culture. Et nous avons commencé à dire non à ces marques qui font du greenwashing. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas aujourd'hui réfléchir à ces partis pris, de dire ben non, on arrête. Ou alors peut-être une solution différente qui serait, comme on catégorise l'énergie aujourd'hui, peut-être de classifier ces différents secteurs et d'avoir des tarifs peut-être adaptés qui permettraient de continuer à générer ces profits, mais peut-être en mitigeant un petit peu la place que ces grandes marques pas super comme les sujets pour peut-être ça. Alors, il y a une question sur la publicité et le business model. Madame ? Moi j'ai 2 sujets qui se rejoignent. Ma question pour les journaux, les médias qui produisent du contenu, je me dis que ça pourrait être pas mal un jour de faire un journal avec une vraie arche narrative, avec la base de la compréhension, avec une montée en puissance, avec des solutions. Ça c'est un premier point. Et parmi les solutions, moi j'ai fait je suis fresqueuse climat, et j'ai découvert un outil que je trouve génial et que j'ai jamais vu dans les médias qui s'appelle Nos vies à bas carbone. Et je me dis que sur certains sujets, plutôt que de culpabiliser les gens, il faut donner l'information de l'empreinte carbone de l'activité. Moi par exemple, j'ai découvert qu'un Paris-New York, c'est quasiment 2 tonnes. C'est intéressant de le savoir. Et je trouve que ça a beaucoup plus d'impact que de dire ne prenez pas l'avion. Voilà. Il y a plein de choses comme ça que vous pourriez faire pour informer, éduquer intelligemment, pour mobiliser l'action. Madame. Oui, bonjour, vous m'entendez?
Super. Donc moi, je suis élève en école de journalisme et je m'interroge particulièrement aux représentants des Échos et de TF1 sur leur décision de ne pas créer de service intégralement dédié aux questions environnementales, dans le sens où moi, je vois ce qu'on m'apprend. On m'apprend l'économie, on m'apprend un petit peu de questions environnementales, on m'apprend surtout le journalisme. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que, même si je suis d'accord, il ne faut pas le cloisonner à un service, vous n'aurez pas besoin de journalistes experts et vraiment spécialisés dans ces questions qui pourront ensuite du coup dialoguer avec des journalistes économiques ou des journalistes spécialisés dans les questions, je sais pas, du sport, parce que finalement si on est spécialiste d'économie, on ne sait pas comment traiter des questions sous le prisme environnemental. Merci. Alors on va répondre à ces trois-là d'abord, et après il y en a 3 au fond et 4 ici. Et peut-être une devant s'il nous reste du temps. Sur la question du business model et de pouvoir soit renoncer à la publicité, soit avoir une gradation et dire bon bah vous polluez beaucoup, vous allez payer beaucoup. Est-ce que c'est possible, qui est applicable soit chez vous, Madame Descamps, soit chez vous, Monsieur Louette ou Monsieur Ruffnac? Alors, tout est toujours possible, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, nous, chaque année, on reverse 100 millions d'euros à la RATP et la SNCF. Cet argent permet le financement de la rénovation des stations, le renouvellement des nouveaux bus électriques. On ne le sait pas, ça. Personne ne le sait. Mais c'est la réalité. Donc, bien sûr qu'on peut arrêter la pub. Non, mais la graduer. Pas aussi la graduer d'abord. Il y avait quand même la question de l'arrêt. Donc, Alors, bon, je vais y répondre, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de parler de ça, quand même, de ce que représente la publicité. Il y a des modèles qui sont très intéressants, comme le modèle Spotify. Vous avez le choix. Soit vous écoutez de la musique sans pub, vous payez, soit vous écoutez de la pub gratuitement avec de la publicité. C'est ce qu'il faut comprendre du modèle de la publicité, c'est qu'elle permet quand même... J'ai lancé le journal gratuit Métro en France à l'époque sur ce principe-là. Pour avoir accès à un quotidien d'information gratuit, il fallait accepter une présence publicitaire importante. La diminuer, oui, bien sûr. L'exemple que je vous ai donné, en fait, quand on diminue le nombre de points de panneaux publicitaires, c'est une forme d'atténuation, de modération. Dire, si je comprends la question du coup, quoi, diffuser beaucoup moins de campagnes ? Non, en fonction de la nature de cette campagne, dire elle va coûter plus ou moins cher en fonction de... Si vous êtes Total, ça coûte très très cher. Si vous êtes Greenpeace, ça coûte pas cher. Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on a mis en place, nous, déjà il y a 3 ans, avec une sorte de remise, non pas de pollueurs-payeurs, mais à l'inverse, c'est-à-dire plutôt de favoriser les entreprises éco-responsables. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, et je pense que c'est un très bon axe, effectivement, qui n'est pas forcément évident à mettre en place, mais effectivement, c'est une piste. Monsieur Louette, sur la question de madame qui est en école de journalisme, pourquoi il n'y a pas un service environnement ? Oui, d'abord, moi, je voulais dire qu'on a eu bien raison d'attendre la fin et d'écouter Valérie, parce que c'était vraiment très, très stimulant, notamment dans la façon dont elle a tenté de faire une synthèse en fait, des modèles économiques. Les choses sont connectées, et tant qu'on n'a pas redéfini des paramètres, des paradigmes, on aura du mal à lire tous les faits de façon cohérente. Moi, je maintiens ma réponse. J'aime bien l'interpellation qui était faite là, mais la réponse que j'applique dans le groupe, c'est qu'on va former 700 journalistes aux enjeux environnementaux. On va mettre en œuvre un énorme... On a commencé déjà. Ça va prendre plusieurs années peut-être, enfin 2 ans, parce qu'on ne peut pas faire 700, et ils bossent quand même un peu, ils sont aussi en train d'écrire des articles sur ce sujet-là notamment. Voilà, et je maintiens que c'est mieux que tout le monde soit formé dans tous les secteurs. On a créé aux Parisiens un service qui s'appelle Futur, qui va être particulièrement aussi en charge de regarder une partie de ces enjeux-là. Mais l'économie, les entreprises, le sport, tout le monde doit être formé parce que c'est prévalent dans tous les domaines. On peut pas, voilà. Donc on maintient ça. Moi, il y a très longtemps, je compare l'incomparable, mais j'avais créé une entité spécialisée dans la création de sites internet, mais il y a 25 ans. Et dans les groupes, on disait, est-ce qu'il va y avoir un endroit où on fait du numérique et puis tout le reste n'en fait pas? Évidemment, en très peu de temps, tout le monde en a fait. Donc c'est un peu la même chose pour moi, il ne faut pas spécialiser. Monsieur Thuillier, la question vous était adressée, donc très brièvement s'il vous plaît. Très brièvement. Donc j'ai dit qu'on n'avait pas de service environnement, on a des experts environnement, donc il y a des personnes qui en effet sont spécialisées, il n'y a pas de service, et ces personnes-là sont en charge notamment de dialoguer avec les journalistes
des autres services qui peuvent échanger. Mais là, je parlais d'un service. Et oui, c'est une très bonne idée, ma vie à bas carbone. Alors, on a fait un peu ça, déjà, mais vous avez raison, on peut toujours le refaire, et multiplier. Justement, sur cette idée d'avoir des narrations différentes, par activité et pas juste par valeur absolue, Anne-Sophie ? C'est compliqué d'y répondre parce qu'il y a plein de médias qui existent aujourd'hui et qui essayent justement d'avoir une approche un peu différente. Donc je ne vais pas donner d'exemple, ça serait donner, mais on peut en reparler parce qu'il y a une vraie réflexion justement sur la manière de présenter les choses. Et Vert, là par exemple, ça vous intéresse, vient de lancer une campagne de crowdfunding pour faire des affiches qui rappellent les ordres de grandeur. Mais je pense que c'est ce qu'on trouve aussi dans les fresques ou dans les ateliers d'automne. Ce sont autant d'approches qui permettent de redescendre à l'échelle. Mais ça rejoint ce que je disais sur l'effort de pédagogie. Maintenant, on en voit dans l'IB, on en voit dans Le Monde aussi, on voit des infographies qui rappellent ces ordres de grandeur. En fait, il faut surtout les imprimer et les enseigner dès le plus jeune âge. Alors, on a une question là-bas. On a 3 questions là, si vous voulez bien. Tout à droite, oui, avec les lunettes, si vous voulez bien. Alors, est-ce qu'on m'entend ? Oui. Donc, vous nous avez parlé de lecture et d'information sur la véritable situation de l'écologie. Moi, je pense qu'il est important aussi de parler de l'antichambre, qui est donc l'empreinte carbone aussi des milliardaires en France, puisqu'il est dit que sur les 63 milliardaires français, un seul milliardaire produit une empreinte carbone équivalente à l'empreinte carbone d'un Français moyen en 17 ans. Donc, je me demande aussi, parce qu'il faut aussi garder en tête que 90% des journaux quotidiens sont détenus par des milliardaires. Est-ce que finalement, sensibiliser et même culpabiliser les Français n'est pas un discours qu'on pourrait qualifier de climato-hypocrite ? Pardonnez-moi, mais en fait, ça a sauté après climato-hypocrite. D'accord. Parce que finalement, est-ce que le problème, c'est pas plutôt celui de ceux qui se gavent ? Est-ce que c'est pas climato-hypocrite ? Je voudrais prendre 2 questions aussi pour quand même. Alors. Sur vos JT, en particulier sur TF1, c'est 2% qui ont été consacrés à la COP27 spécifiquement sur l'ensemble des 2 semaines. Pour nous, c'était problématique parce que ça empêche une bonne compréhension des enjeux de négociation et globalement aux enjeux climatiques. Donc, première question, comment est-ce que vous expliquez le fait que malgré tous ces efforts mis en œuvre, la quantité soit encore si peu importante ? J'ai une deuxième question pour Madame Decamps sur la publicité. On entend les arguments comme quoi ça permet au modèle économique des médias d'être pérenne. Malheureusement, ça crée aussi de la dissonance cognitive sur les messages qui sont véhiculés dans les médias. Et ce qui nous pose principalement problème, c'est quand ils sont juxtaposés aux côtés de contenus médiatiques qui parlent de la transition, parce qu'en fait, on parle de comportement vertueux, puis juste après, on va nous faire la promotion des SUV. Malheureusement, ça risque de saper les efforts des rédactions. Voilà, donc la question, c'est comment lutter contre cette dissonance cognitive majeure dans les médias. Alors, on va essayer d'en prendre quelques-unes avant d'y répondre. Monsieur et les 2 derrière, si vous voulez bien. En fait, moi, je voulais... C'est qu'il y a 2 types de faits, les données et les événements. En tant que journaliste, on ne s'intéresse pas aux données, on s'intéresse d'abord aux événements. La COP27, on n'en a pas parlé parce que c'était un nombre d'événements. Donc, est-ce que le journaliste est capable de traiter les données même s'il n'y a pas d'événements ? Monsieur. Oui, moi je voulais juste réagir par rapport au sujet des écrans numériques. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe quand on parle d'impact environnemental. On parle de l'ensemble du cycle de vie du produit, pas juste de la consommation d'énergie dans la phase d'usage. Il a fallu extraire des matériaux, les transformer. Il y a une histoire de la fin de vie. Quelle est la durée de vie de ces écrans ? Ça, c'était un premier point. Et un deuxième, c'est est-ce que vraiment un écran numérique va remplacer 4 écrans rétroéclairés ? Aujourd'hui, sur les énergies, on a vu qu'on avait fait empiler les nouvelles sources d'énergie. Est-ce que ça ne va pas être la même chose ? Est-ce qu'on ne va pas rajouter des écrans en plus et pas remplacer les existants? Alors, monsieur, au fond, et pardonnez-moi, après je vais vous demander de répondre très brièvement, parce que comme vous le voyez, tout le monde se barre.
médias respectifs, vous accordez le temps à vos journalistes scientifiques ou experts de faire des dossiers en profondeur qui vont vraiment au fond du problème. Alors, nous avons une question sur le climato-hypocrisme, la concentration des médias et le fait que les actionnariats des grands groupes, y compris de médias, ne vont pas dans le sens de la transition. Monsieur Ruffnac et Anne-Sophie. Très vite, d'abord, Madame Novelle. L'information a une valeur, on l'oublie, tout le monde voudrait qu'elle soit gratuite, accessible partout, etc. Mais il faut la produire et elle coûte cher. Voilà, il y a plusieurs modèles. Nous, on est quasiment à 95% financés par nos abonnés et nos lecteurs. D'autres, c'est davantage par la publicité, etc. Mais d'une manière générale, je veux dire, ce qu'on essaye tous de faire, c'est de donner plus de valeur à l'éditorial et d'investir davantage dans l'éditorial. Donc, et puis la deuxième chose, c'est que c'est quand même mal connaître les journalistes que de croire qu'ils puissent être... obéir aux ordres même de milliardaires. Je crois que c'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire que ça pose pas de questions, mais il y a de plus en plus de règles qui ont été mises en place pour créer des sas et des étanchéités entre les choses. Et puis la dernière chose, c'est on est tous ensemble. On a dit tout à l'heure que le but, c'est d'essayer de ne pas s'opposer, c'est de prendre des décisions. Parfois, il faut être radical. Moi, je suis absolument d'accord, mais voilà, comme disait Jean-Paul Sartre, du philosophe Kant, il a les mains pures, mais il n'a pas de main. Donc la question, c'est moi, sur les questions des panneaux lumineux, je trouve que c'est très intéressant. On a une mesure qui est le carbone. C'est la vraie mesure à la fin. Donc on prend la mesure aujourd'hui, on la prend dans 5 ans, et on voit si on a bougé. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et puis la deuxième mesure, c'est l'impact. C'est comment on crée ces imaginaires et comment on mesure ça. Voilà. Madame Novelle, vous avez travaillé sur la concentration des médias en faisant l'écosystème des médias. Est-ce que c'est effectivement un axe majeur et qui pose problème à la transition ? Je vous invite à regarder la carte du paysage médiatique français, elle est disponible en ligne. Ça explique en fait comment est-ce qu'on peut aussi regarder ce paysage. On a le droit de ne pas suivre les médias possédés par des milliardaires, et on a le droit aussi d'avoir des très bons journalistes et des très bons reportages dans ces médias. Je pense qu'il ne faut pas en faire une généralité. En revanche, il est vrai que certaines rédactions rachetées récemment par ce type d'individus connaissent des démantèlements et sont remplacées par des créateurs de contenu qui font leur contenu en fonction des algorithmes Google qui font monter certaines thématiques. Donc c'est une réalité. Et sur la climato-hypocrisie. C'est ça, hein. La climato-hypocrisie, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que quand il faut rappeler des ordres de grandeur, on peut inviter les Français à faire plein de choses. Ça, c'est une communication gouvernementale. Mais il faut que nous, en tant que journalistes, on rappelle aussi qu'en effet, il y a certains comportements qui sont beaucoup plus polluants et qu'il faut attaquer en premier lieu ou en même temps. Mais en effet, il faut toujours rappeler ça et c'est notre rôle aussi de rappeler ces faits. Monsieur Louette, votre groupe est lié à un milliardaire français. Est-ce que vous entendez le point qui vous est fait ? Moi, j'entends absolument tout, bien sûr. Je pense qu'il faut prendre en considération plein de choses. Les mentalités évoluent, mais c'est des milliardaires aussi, donc les interpellations y contribuent forcément. Mais il y a une chose aussi, c'est que la contribution des uns et des autres est assez différente. Donc, les voyages que fait quelqu'un qui a les moyens de voyager beaucoup sont supérieurs, mais par exemple, sa contribution au financement de l'ensemble du show est supérieure aussi. Enfin, le groupe LVMH paie 4 milliards d'impôts, c'est beaucoup plus que ceux qui paient 0 impôt. Donc il est aussi contributeur au financement de l'économie, dans lequel plein de choses ne vont pas bien, mais dans lequel quand même les hôpitaux, même s'ils ne marchent pas bien, fonctionnent aussi. Enfin bon, voilà. Donc l'inégalité, elle est inscrite dans la différence des situations des uns et des autres. Bon. Après, encore une fois, il faut tenir compte de ça, mais simplement se borner à une invective de calcul de l'empreinte de l'un de l'autre. L'empreinte de l'un de l'autre, elle est elle est protéiforme, et heureusement d'ailleurs, parce que ce n'est pas un égalitarisme parfait, et la dénonciation devrait quand même être suivie un peu de réflexion. Mesdames et messieurs, je sais que vous avez envie de réagir à ça. Moi aussi, soyons francs, mais nous avons d'autres questions et en plus, j'ai déjà dépassé le temps. Alors, sur la question, Monsieur Thuillier, justement, elle était double, mais la question principale, c'est pourquoi est-ce que le temps imparti d'antenne a diminué sur cette COP par rapport à la précédente ? Alors, moi, je n'ai pas ces chiffres. Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que vous avez comptabilisé, si c'est la journée. Je crois que vous avez... Non, je sais, c'est les chiffres Quota Climat, mais qu'est-ce que vous avez comptabilisé ? Le nombre de sujets dans les journaux ou sur l'ensemble de la journée de TF1 ? Parce que je crois que vous avez échangé avec Christelle Chiroux qui, à mes côtés, travaille sur sa question, et je crois savoir que vous aviez comptabilisé la journée TF1. Or, la légité, apparemment. Là, c'est légité. Eh bien, écoutez, on n'est pas à 2% sur la COP et les enjeux environnementaux. Si vous me parlez de la COP en tant que telle, on a traité la COP assez normalement.
J'ai entendu un monsieur nous dire c'est un non-événement et donc on ne traite pas. On a traité d'autres données qui ont trait à cet enjeu de transition écologique ou énergétique, appelez-le comme vous voulez, mais pas forcément lié à la COP. Donc nous, je vous ai donné des chiffres sur notamment la fameuse journée de l'ouverture de la COP, c'est un quart du journal. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je ne suis pas raccord avec vos chiffres et je les conteste, mais vous avez le droit de contester les miens. Juste un mot. Un mot, s'il vous plaît, parce qu'on a encore, des questions. Je vais répondre à toutes les questions qui nous concernent. D'accord. Sur le monsieur qui parle, le jeune homme qui parle de climato-hypocrisie. Moi, je voulais juste dire, faites confiance aux journalistes des rédactions. Hein. Il y a 450 cartes de presse au sein du groupe TF1 et ne croyez pas qu'il y ait une main invisible qui contrôle l'intégralité de ces 450 cartes de presse. Il faut là aussi tenir compte du fait que les journalistes ont une éthique, une déontologie, ils sont représentés par des sociétés de journalistes. Il y a des chartes déontologiques. Donc il y a beaucoup de précautions par rapport à votre crainte. Et puis la question de la science, monsieur, je voulais y venir parce que c'est très important pour nous. Il se trouve que nous avons à la fois dans cette feuille de route de mi-septembre, on a créé ce qu'on appelle un comité d'experts scientifiques qui accompagne la rédaction. Mais dans des domaines différents, l'agriculture, biologie, spécialistes hydrauliques, etc. Et en vérité, dès lors que nous avons une question un peu complexe, on s'adresse à ce comité d'experts parce qu'en effet, nous sommes pour la plupart profanes. Donc, d'une certaine manière, on a peut-être les codes journalistiques, mais pas forcément la connaissance scientifique. Donc, je voulais vous apporter cette précision-là, en effet. Mesdames et messieurs, c'est le moment, hélas, où on m'a fait signe de rendre l'antenne dans le métier. Il y avait un point sur les écrans qui n'était pas complètement une question, mais je vous encourage à vous rapprocher tous les deux. La même chose sur les faits et les événements. Je vous remercie beaucoup. Sachez qu'on vient de mettre le chauffage, si vous voulez rester dans cette salle. Merci beaucoup pour votre attention.